Marie Sizun, bonjour. Bonjour. Mille fois merci de venir parler dans ce salon un peu particulier. Mais alors, nous vous sommes d'une grande reconnaissance d'être venus à la Mission Bretonne. Et c'est vrai que pouvoir faire une partie de ce salon en vrai, hein, vous accueillir, j'allais dire en chair et en os, pour nous, c'est très important. Voilà, donc merci d'être venu jusqu'à nous. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Bon, d'abord parce que j'aime énormément ce que vous écrivez. Je vous ai découvert, comme beaucoup, on le disait tout à l'heure, avec La femme de l'allemand. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout lu, peut-être pas dans le bon ordre, dans le désordre sans doute, mais j'ai à peu près tout lu, sauf, je disais, ne quittez pas. Alors, j'ai une première question à vous poser qui doit être une question qu'on vous pose régulièrement, mais que des adhérents nous ont posée. Pourquoi vous appelez-vous Marie Sizun? Bon, quand j'ai commencé à écrire, j'aurais pu me servir de mon nom à l'état civil. Seulement, c'est un nom qui est compliqué. C'est un nom qui est d'origine suédoise et je trouvais ça difficile. Et j'ai cherché un nom court et qui est une sonorité qui me plaise. Alors, il faut dire aussi que je fais de la peinture et j'ai commencé par chercher un nom pour signer mes tableaux. Et je me suis aperçue, en allant me promener du côté du Cap Sizun, que ce nom de Sizun, c'était un nom de peintre, que ça me plaisait. Et du coup, je l'ai adopté. Et quand j'ai commencé à écrire, eh bien, tout naturellement, j'ai suggéré à mon éditrice qu'on prenne ça comme pseudonyme. Et ça s'arrangeait très bien avec mon prénom, qui est mon vrai prénom. Oui. Alors, vous avez publié des ouvrages qui ont été reconnus par la critique, par des prix. Puisqu'on est dans un salon breton, vous avez été prix Bretagne il y a quelques années, je crois en 2017, pour la gouvernante suédoise. Oui, alors c'est la gageure pour le prix Bretagne, une non-bretonne qui ne se revendique de la Bretagne que par son pseudonyme et parce qu'elle a une petite maison à l'étudie. Mais tout de même, avoir le prix Bretagne pour la gouvernante suédoise et une histoire qui se passe effectivement en grande partie en Suède, c'était assez extravagant. Oui, mais très réussi. Bon, merci. Voilà. Apparemment, oui. Je suis contente de ce petit coup de surprise. Alors, aujourd'hui, on va peut-être vous écouter parler de votre dernier ouvrage avec un lien évident avec la Bretagne, puisqu'il s'appelle La Maison de Bretagne. Et donc, est-ce que vous pouvez nous le présenter, puis on reverra après des questions. Alors, ça m'amuse beaucoup, effectivement. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais si tu avais présenté La Maison de Bretagne au prix Bretagne, mais tu l'avais du premier coup. J'ai dit oui, mais je l'ai lu avec autre chose. Mais c'est vrai que La Maison de Bretagne, c'est un livre breton. C'est un livre breton, même si donc je ne suis pas pur sang bretonne, mais c'est un livre d'amour à un petit pays, l'étudie, et d'une façon plus profonde à l'esprit de la Bretagne. Alors j'avais depuis longtemps envie d'écrire quelque chose, peut-être des nouvelles, peut-être un roman. Je n'étais pas encore bien décidée, mais je ne voulais surtout pas me mettre en scène. Je l'ai fait quelquefois involontairement dans d'autres romans, mais là, je voulais garder mon indépendance par rapport à mes concitoyens de l'étudie, d'une part, et puis par pudeur, il y avait des choses que j'aurais peut-être pas envie de raconter. Et je me suis projetée tout naturellement dans ce roman pour une raison matérielle d'abord. Cette maison de l'étudie, c'est une vieille maison, c'est une ancienne maison de maître pêcheur, mais enfin qui n'est pas bien belle, mais qui est très grande. Et elle est devenue trop grande pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu la velléité de la vendre pour chercher quelque chose de plus petit.
Et puis, au moment de passer à l'acte, j'ai été saisie d'angoisse et de chagrin parce que ça fait quand même 40 ans que je l'occupe, cette maison. Et j'ai eu vraiment un chagrin à l'idée de la perdre. Donc, cette fois-ci, j'ai projeté ma propre angoisse et le propre retournement de situation que j'ai vécu dans un roman. Et je me suis mise dans la peau de Claire. Enfin, dans la peau, c'est beaucoup dire, parce que je ne voulais pas qu'elle soit moi, ou je ne voulais pas du tout être elle. Mon personnage principal, Claire, c'est une femme d'une 50aine d'années, une vieille fille, comme on disait, qui a l'air revêche, qui semble assez arrogante, et de prime abord, elle n'est pas sympathique au lecteur. Elle ne l'est que dans la mesure où on sent que ce besoin de vendre sa maison la tourmente, la gêne, elle veut s'en débarrasser, oui, mais une fois qu'elle est au pied du mur, il va y avoir des problèmes, et des problèmes d'autant plus gros qu'il y a cette surprise fâcheuse qui l'attend dans la maison et qui va retarder, bien sûr, les démarches qu'elle comptait faire auprès des notaires et agents immobiliers. Et même pour le notaire, ça va il y a une rupture. Elle ne rappellera pas elle le rappelle, Absolument. mais après, elle ne le rappellera pas. Ce qui va se passer pour elle, c'est que, obligée de séjourner bien contre son gré, puisque dans cette maison, elle a trouvé un cadavre, c'est tout de même très gênant, et ça engage toute une enquête policière, elle est coincée. Mais non seulement elle est coincée, mais elle est complètement déstabilisée par ce qui lui arrive. Et alors, on assiste à une espèce de déshabillage de son personnage. Elle se défait de tout le masque, de tout le superflu, de toutes les carapaces dont elle s'entourait. Et dans cette maison qui a été celle où elle a passé bien des vacances, souvent douloureuses, parce que, comme elle le dit à un moment donné, c'était toujours pendant l'été, dans la maison de Bretagne, comme disent ces Parisiens transplantés pour l'été, qu'il se passait quelque chose dans la famille. Et ce quelque chose, le lecteur va le découvrir en même temps, le grand quelque chose, ce qui a été le nœud de sa vie, c'est le départ brutal d'un père qu'elle adorait, qui a quitté la famille. C'est un peintre, il a prétendu, il a pris le prétexte d'une exposition en Argentine pour larguer les voiles et les abandonner. Et ça, ni sa mère, ni elle, Claire, n'ont pu s'en remettre tout à fait. Cette brisure explique en partie ce caractère ingrat qu'on lui voit au début, mais qui, au fur et à mesure qu'on la voit évoluer, va se muer, elle s'adoucit, elle devient tout à fait autre, elle va découvrir qu'on peut se comporter autrement avec les êtres, que de rester sur la défensive comme elle l'a été toute sa vie. Mais elle découvre aussi la réalité de son père, et quelque part, elle passe de l'idéalisation à une réconciliation avec la réalité de ce qu'était son père. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire réconciliation, parce que ça voudrait dire qu'elle a été fâchée contre son père. Ce qui est de touchant dans le personnage de Claire, c'est cet amour inconditionnel qu'elle garde à son père, en dépit des circonstances. En revanche, et ce que le lecteur au début ne comprend pas, c'est l'espèce de vindicte qu'elle développe à l'égard de sa mère. Cette femme qui a été abandonnée, qui a sombré dans la dépression, qu'on a vu pleurer, gémir, avoir une attitude que Claire juge pitoyable, honteuse même, on est gêné de voir ce ressentiment à l'égard de sa mère. Or, ce qui va se produire, c'est que
peu à peu, les souvenirs venant, elle redécouvre sa mère, elle redécouvre une femme qui a souffert, une femme secrète, qui est bien différente de la personne froide et dure qu'elle affectait d'être. Finalement, rien ne, comment dire, rien n'est dû au hasard. On a l'impression que la mère et la fille se ressemblent beaucoup plus qu'on ne pouvait le croire et qu'il y a un semblant de répétition dans les destins. Dans le village, on dit de cette maison où il n'y a pas d'homme, c'est la maison des veuves. Pourquoi? Parce qu'il y avait la grand-mère qui était la seule veuve de la maison, en vérité, cette ancienne institutrice qui est venue s'installer en Bretagne à la retraite et qui avait perdu son mari très jeune. Il y a Anne-Marie, la mère, qui elle a été abandonnée par son mari. Il y a Claire, qui est une vieille fille, et il y a la petite sœur, Armelle, qui va elle aussi être un des nœuds du roman, qui n'est pas encore mariée, mais comment dire, a mené une vie assez débridée dans sa jeunesse. La mère est touchante au fur et à mesure où on la découvre. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était ses cheveux roux. Donc, il y a un passage dans lequel vous opposez les cheveux roux de la mère et la façon un peu triste dont elle s'habille. Ces cheveux roux, ça représente quelque chose. Alors, ces cheveux roux, effectivement, de toute façon, Claire s'interroge sur sa mère. Elle dit, et on est choqué par cela, que sa mère, pendant toute son enfance, elle ne la voyait pas. C'était vraiment une utilité, en quelque sorte, simplement. C'est affreux comme terme, mais c'est le mot qu'elle emploie. Et puis, quand elle a commencé à la voir, ça a été pour la détester et pour la trouver laide. Et puis, maintenant, elle s'interroge, est-ce qu'elle était vraiment laide? Et elle revoit la femme d'une soixantaine d'années qui venait en vacances donc avec elle à l'étudier, et elle évoque justement ses cheveux roux, coupés courts, très nets, qui contrasteraient, devait-elle penser, avec la mise austère qu'elle adoptait. Il faut dire que la mère était professeure de lettres, mais comme le dit Claire, on aurait plutôt cru qu'elle enseignait les mathématiques. Et on peut se demander si cette volonté d'avoir l'air correct, d'avoir l'air digne, n'est pas un subterfuge, un masque supplémentaire, et que sa vraie nature, celle de la rousse, en effet, de la jeunesse, elle ne l'a pas étouffée. Et vous la présentez dans la fin du roman comme une taiseuse. Hein, donc, quand elle est en Bretagne, qu'elle passe seule les dernières années, et elle est présentée comme une taiseuse. C'est une femme qui ne parle pas. Et il y a, quand ils sont à table, notamment, il y a un silence. Claire raconte que la mère elle avait le sentiment que sa mère fixait un point au-dessus de la tête des filles, des deux filles, et se réfugiait dans le silence. On ne savait rien. Elle reste une femme mystérieuse. Et quand elle sortait, c'était pour marcher toute seule, faire la promenade qu'elle affectionnait le long de la rivière, puisque à l'étudie, il y a un côté mer, un côté plage, et puis il y a un côté grève le long de la rivière. Et là, il y a peu de monde, c'est plus sauvage, c'est plus désert, les gens ne s'y baignent pas, c'est pas la vraie mer. Anne-Marie se réfugiait là pour marcher longuement sans rencontrer personne, et elle ne parlait pas de ses promenades à ses filles. Claire va même raconter qu'un jour qu'elle jouait avec sa sœur dans un vieux bateau échoué sur la rivière, la mer est passée, mais n'y a pas accordé
d'intérêt. Elle a dû les voir, ces filles, mais elle n'a pas bougé. Donc, il y a quelque chose qui reste du domaine du non-dit, du mystère, dans le personnage de la mère. Et ça, Claire en prend conscience quand elle se souvient notamment du dernier repas qu'elle a pris avec sa mère. Une année, elles ne sont pas rentrées ensemble de vacances. Claire est partie en laissant sa mère seule. Elle avait affaire à Paris. Et elle a senti que quelque chose se brisait, que c'était la dernière fois, qu'il n'y aurait pas d'après, que c'était fini. Et elles ont dîné en silence. Et même, elles n'ont même pas évoqué le passé, le personnage de la grand-mère qui est morte depuis longtemps, le départ du père, la petite Armelle qui elle aussi est partie. Il n'y a rien, il ne se dit rien. Et ça, c'est un passage d'une insupportable tristesse. Le lecteur aussi est oppressé, je crois, quand il le lit. Et je pense que ce souvenir-là, le premier véritablement douloureux pour Claire, il amorce le retour à autre chose, un changement, un remords. Et c'est extraordinairement positif. Et alors, ce qui va enclencher justement cette métamorphose, ce sera la rencontre de cette ancienne femme de ménage qu'avait employée Anne-Marie, se trouvant toute seule à l'étudie, puisque les filles ne venaient plus pour l'aider. Et cette Yvonne, qui est une femme du pays, va se montrer extrêmement chaleureuse et apporter à Claire l'élan du cœur qu'elle ne connaissait pas. Il y a des gestes, il y a des mots qui la changent. Il y a une espèce de grâce qui passe et qui va la métamorphoser. Alors justement, je crois que cette émotion qu'éprouve peut-être, j'espère du moins le lecteur, dans cette rencontre entre la femme un peu plus âgée qu'est Yvonne, cette femme simple qui n'a aucune éducation, mais qui a un cœur, qui s'est attachée à Anne-Marie en voyant sa solitude et qui l'a comprise et qui a réussi, elle, à la faire parler. Elle va toucher à son tour Claire. Il y a un moment où, d'un simple geste, elle pose sa main sur celle de Claire et on a l'impression que quelque chose se passe, qui est l'ordre de la charité, qui est l'ordre de l'amour, qui est une autre valeur. Mais d'ailleurs, vous écrivez à un moment donné que ce sont deux taiseuses, et dès l'instant où Yvonne entre dans le roman, les gestes deviennent très importants. Il y a cette main sur la main de Claire, mais ce sont des femmes qui vont se prendre dans les bras. Oui. Et on avait très peu ces gestes extrêmement chaleureux. Hein. Les seuls gestes chaleureux qu'on avait avant, c'était Berthe, quand elle récupère Armelle en larmes. Voilà, la grand-mère. Oui. Et on a l'impression que la chaleur, elle naît de ces deux femmes à l'île Tudy, au fond de la Bretagne, qui sont des femmes, Berthe est morte, Yvonne est un peu âgée, mais qui sont des femmes de la transmission par ces gestes. Certainement, oui, oui. Et au début du roman, quand elle évoque la bénévolence de Berthe, la grand-mère, sa gentillesse, etc. Bon, elle dit à un moment donné, oui, mais qu'est-ce qu'elle pouvait comprendre à notre famille? Pour Claire, finalement, la famille, c'était ce père insaisissable, sa mère, la petite sœur bizarre et elle. C'est-à-dire, elle reconnaît qu'il y a un bloc, qu'il y a quelque chose.
Et l'innocente Berthe n'en faisait pas partie. Or, c'est pourtant vers une femme semblable à Berthe qu'elle va trouver refuge. C'est-à-dire qu'il lui manquait quelque chose. Il y avait vraiment comme dans cette famille ratée, il y avait un nœud qui était absolument, apparemment indissoluble. Il y avait comme une malédiction. Il a fallu qu'un peu de simplicité et de tendresse pénètre pour l'ouvrir, pour le défaire et pour la délivrer. Il y a un passage très touchant aussi où elle essaye de parler à Yvonne de son fils et où en fait cette vieille fille ouvre un cœur qui aurait aimé être mère. Et elle admire aussi dans Yvonne cette femme qui a été mère sur le tard, elle avait plus de 40 ans, qui a été abandonnée. Et là, il y a un mélange, j'ai trouvé, du cœur de Claire vers quelque chose qu'elle ne connaît pas. Non, vers une maternité qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne connaîtra pas. Oui, et quand elle évoque sa mère qui a été frustrée dans sa maternité. Quand elle voit justement la tendresse qu'il y a entre Yvonne et son fils, elle pense à l'absence de tendresse qu'il y avait entre la mère et les deux filles, et ses deux filles, entre Anne-Marie et ses deux filles. C'est le contraste absolu. Donc pour elle, c'est une espèce de révélation de quelque chose qu'elle a raté. On peut considérer que ce roman, pendant toute sa première partie, c'est un roman de l'échec et de la non-rencontre. Et puis il y a cette grâce, cette ouverture qui se fait à la fin. Mais il y a aussi une chose qui va concourir à métamorphoser Claire, c'est sa reconnaissance de ce qui l'entoure, pas seulement les gens qu'elle aime bien. Il y a Yvonne, il y a ce cuisinier chaleureux, le patron de l'Estran, mais il y a tout simplement ce qu'elle a toujours aimé, mais qu'elle gardait comme son jardin secret, l'amour de cette nature bretonne, l'amour de la mer, MER, l'amour du ciel, l'amour de ces climats changeants, et même l'amour des orages, l'amour des brouillards. Ce qui fait la merveille justement de la Bretagne, c'est cette vie perpétuelle, renaissante, qui se renouvelle de jour en jour, ces espèces de miracles permanents. Il y a un passage où effectivement on a l'impression d'un miracle. Elle évoque ces brouillards qu'on appelle des brouillards de beau temps aussi, mais tellement opaques. On ne voit rien. On se réveille un matin et tout est blanc, mais épais. Impossible. Ce n'est pas un brouillard comme le fog, hein. Ce n'est pas un brouillard gris et poisseux. C'est un brouillard comme une espèce de mousse blanche, pure, mais impénétrable. Et puis, à un moment donné, tout d'un coup, ça se déchire, il y a une petite ouverture, et alors ça s'ouvre sur la vie, sur un paysage merveilleux. C'est l'apparition du monde, c'est l'apparition des couleurs, de la lumière, du soleil, et on vit. Et ça, elle en parle d'une façon presque métaphorique, parce que c'est bel et bien ce qu'elle va vivre de l'intérieur. Elle était comme embrumée dans l'existence. Et tout d'un coup, cette espèce de couverture va s'ouvrir, elle voit les choses. Et alors en même temps, ce désir de peindre qu'elle avait en elle, mais qu'elle n'arrivait pas véritablement à exaucer. Son père était peintre, son père l'avait un peu initiée à la peinture, et elle s'était imaginée qu'un jour elle serait peintre. Et puis, ces maigres tentatives vont tout d'un coup, elle le sent se réaliser. Ce paysage qu'elle aime tant, elle l'a dans les mains, elle va pouvoir le refaire, le faire vivre. Et ça, évidemment, c'est
c'est le salut pour elle, c'est vraiment ce qui va l'arrimer dans l'existence. Parce que jusque-là, on avait l'impression de quelqu'un qui était absolument perdu, qui n'avait pas de poids, qui errait. Et d'ailleurs, il y a du coup un lien au lieu qui est très important parce que plusieurs fois, il y a d'un côté la rue Le Courbe à Paris et de l'autre côté l'île Tudy. Et on a l'impression que petit à petit, la rue Le Courbe montre à quel point il y a peu de choses. Sa mère n'a rien laissé, rue Le Courbe. Oui. Et quant à elle, elle ne peint pas rue Le Courbe. Elle ne peut renouer avec la peinture qu'à partir du moment où elle est en Bretagne. Et j'ai trouvé que c'était d'un côté, mais il y a même un passage sur les volets qui est merveilleux, sur le volet métallique et les bruits de Paris, et puis ce volet de bois qui claque et qui ouvre sur la lumière, c'est fabuleux. Alors, effectivement, c'est une chose qu'on a tous expérimenté quand on est quand même pas mal à naviguer entre une grande ville et puis notre Bretagne. Et ce qu'elle ressent, je l'ai ressenti quand elle va repartir à Paris, et puis elle claque pour la dernière fois ses volets, elle entend ce bruit, et dit, ah, demain, ça sera autre chose, ça sera le grincement des volets en fer pour ouvrir la journée, c'est autre chose. Oui, oui, mais du coup, on sent qu'elle, de jour en jour, puisque c'est du dimanche au dimanche, on sent qu'elle ne repartira pas. Les premiers jours, elle n'a qu'une envie de partir, elle veut partir. Quand elle arrive, oui. en effet, sur ce boulevard de l'océan, puisque c'est là l'adresse de la maison, c'est là qui est à la maison de famille, mais elle est angoissée, elle est pressée d'en finir, d'aller voir le notaire, et puis que les choses se règlent et qu'elle reprenne le train pour Paris. Et puis c'est cette espèce de hasard miraculeux qui fait qu'il y a une espèce tout d'un coup de destin qui va se faire autrement, qui l'a fait rester là et qui l'a fait découvrir quelle est sa véritable nature. Elle s'était trompée, elle ne se connaissait pas. Non, et elle se découvre. On arrive au bout de l'entretien, on resterait des heures. J'ai deux autres petites questions. La première, on l'évoquait tout à l'heure, mais un roman quelque part spirituel, un roman religieux? Alors, je n'irai pas jusque-là parce que ce n'est pas ce que j'ai pensé faire du tout. Et puis, je me suis aperçue au fur et à mesure que j'écrivais qu'il y avait un sens tout de même à voir, sans être... c'est pas du tout un roman, pas tomber dans une espèce de bigoterie, c'est pas du tout ça, mais disons une dimension spirituelle, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que cette fille qui a fait des études de droit, qui travaille dans une agence d'assurance, qui est enfermée dans le concret, tout d'un coup, il y a une autre lumière qui va l'atteindre et qu'elle va découvrir une autre dimension à sa vie. Alors, ça, je pense que c'est vrai. Et alors, c'est amusant ce que vous me dites là parce que le hasard a fait que j'ai fait des interviews différentes. Enfin, j'ai fait une émission à fréquence protestante et j'en ai fait une au Jour du Seigneur et j'en ai fait une à Radio Juive. Et je me trouve très bien dans les trois. C'est-à-dire que, effectivement, cette atmosphère, et puis alors, cette espèce de miracle permanent aussi de ce qu'on vit en Bretagne, la beauté des choses, la beauté de la lumière, c'est une présence aussi un peu
je dirais pas surnaturel, mais oui, à un moment donné, elle le dit, elle entend le bruit de la mer, le bruit de l'orage, etc. Et elle dit, mais c'était comme une grande respiration de quelque chose, de quelqu'un d'immense. Il y a une espèce de, je sais pas, de croyance à autre chose. C'est tout. Une dernière question. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Alors, 1 minute. Alors, très très vite, bon, eh bien, le démon de la peinture m'a quand même reprise. Il se trouve que j'avais été malade pendant l'été. Cet été, j'avais subi une opération et j'avais besoin d'écrire. Et j'ai regardé beaucoup de livres de peinture. Je me suis aperçue que dans les grands paysages de nos peintres classiques, il y a souvent de tout petits personnages qui sont derrière la mer, derrière ou en pleine montagne. On se demande ce qu'ils vont faire, mais qui est-ce? Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que c'est seulement un faire-valoir? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à eux? Et alors, au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, je regardais les impressionnistes, par exemple, mais c'est fou, il y avait toujours des petits personnages, quelquefois simplement schématiques. Chez Marquet, par exemple, on voit une série de petits bonshommes qui dévalent les trottoirs ou qui traversent la chaussée, mais qui sont-ils? Et on les voit dans leurs mouvements, et c'est tellement expressif, une façon de marcher, une façon de se retourner, on a envie de les connaître. Alors c'est ce que j'ai fait, et j'ai écrit une série d'histoires sur différents personnages pris chez différents peintres. Voilà mon travail. Je ne sais pas si je vais pouvoir le mener à bon port, mais en tout cas, ça m'a merveilleusement amusée et intéressée. Et puis, je peux parler de peinture. Marie-Suzanne, merci beaucoup. Je voudrais juste vous dire une dernière chose, c'est que j'ai trouvé que votre roman était empreint de la beauté de la Bretagne et que pour quelqu'un qui n'est pas breton, eh bien, vous aviez vraiment traduit l'âme bretonne. Oh, écoutez, c'est voilà, très, je vous remercie. Gentil, ça me touche beaucoup. Voilà. Quand on me reconnaît un petit peu, moi non bretonne, comme un peu bretonne, je suis très heureuse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.